Merci d'écouter RFM Midi, le grand journal. Babacar Fall. À la une, Aliou Sall quitte définitivement la direction de la Caisse des dépôts et consignations. Passation de service ce matin avec son successeur et loin des regards indiscrets, les médias déclarés indésirables sur place. Khalifa Sall poursuit son combat judiciaire. La Cour suprême examine ce matin le recours de l'ex-maire de Dakar contre le décret sur sa révocation après sa condamnation à une peine de prison ferme. Nouvelle grève du pain les 20 et 21 juillet prochains. La décision vient d'être prise par le regroupement des boulangers du Sénégal. Ils exigent la hausse des prix des baguettes. La journée mondiale de la population célébrée aujourd'hui. Dans un instant, notre reportage sur la concentration de la population dans les centres urbains et le phénomène de la promiscuité. Le grand journal sur RFM à suivre l'actualité internationale avec Sornana Tambay. Lutte contre le terrorisme dans le Sahel, l'ONU devrait privilégier le G5 Sahel et revoir le travail de la MINUSMA plutôt inefficace. C'est l'avis du professeur Abdoulatif Aïdara, spécialiste des questions terroristes. Les forces onusiennes coûtent $1 milliard par an, soit 58 milliards de francs CFA, alors que le G5 Sahel, capable de faire face au terrorisme, a besoin de 65 milliards de francs. En République démocratique du Congo, le Front commun dirigé par Joseph Kabila serait-il en train de voler en éclats? Un des leaders a jeté l'éponge. Le chef de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et allié a été suspendu pour avoir maintenu sa candidature à la présidence du Sénat. D'autres membres pas d'accord avec le choix de Kabila devraient également quitter. Et les sports, le football, à suivre le journal de la CAN de Youssouf Bodian. Madagascar ou Tunisie, l'une de ces deux sélections qui s'affrontent en quart de finale à 19h va rencontrer le Sénégal en demi. Pour les Lions, l'encadrement technique et administratif, l'objectif est de jouer la finale et de la gagner. Du côté de l'Algérie qui affronte la Côte d'Ivoire en quart de finale, le sélectionneur se fâche en conférence de presse à l'évocation du statut de favori des Fennecs. Alain Giresse, lui, se méfie de Madagascar. En se qualifiant le Sénégal en demi-finale, Aliou Cissé fait mieux qu'en 2017 en trouvant la solution au bloc bas des écuries. Dans sa chronique, Laïdjaou décrypte le match des Lions. Les autres rendez-vous de cette édition, la chronique d'Abdoulaye Ndiaye, la revue de presse de Georges Diop. C'est le grand journal. Bienvenue. Bonjour à tous. Babacar Fall. C'est presque une passation de service en catimini entre le nouveau et le désormais ex-directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, Aliou Sall, démissionnaire, remplacé par Sherba. Le passage de témoin entre les deux hommes s'est déroulé à huis clos. Le contexte, Aliou Sall a subi hier son premier face-à-face avec les enquêteurs de la DIC, la police criminelle, dans le cadre de la procédure déclenchée par le procureur dans le scandale de corruption présumé sur les contrats pétroliers. Une affaire qui l'a poussé à rendre le tablier. Et ce matin, au siège de la CDC, les médias ont été chassés des lieux. Mohamed Ali Mouba. Dès les premières heures de la matinée, une armée de policiers quadrille l'immeuble abritant la Caisse de dépôt et consignation. Sur les 4 coins du bâtiment, des sentinelles veillent. D'autres sont en patrouille incessante. À quelques mètres de l'escalier donnant sur l'entrée, la grosse bagnole noire du patron de la CDC sortant, Aliou Sall, qui trahit sa présence sur les lieux. Pas de militants qui affluent, juste quelques travailleurs sur le 31 qui entrent. Loin des regards indiscrets, on se barricade. La cérémonie de passation de service, nous dit-on, est sobre. C'est un travailleur. Les journalistes venus pour couvrir la passation de service en prennent pour leur témérité. Interdiction totale de pointer son objectif sur le bâtiment, même à une dizaine de mètres. Tout est verrouillé et tout est barricadé. Rien ne doit être vu. De quoi a-t-on peur, s'interroge un caméraman à qui l'on demande de ranger son instrument de travail. Par 2 fois, des agents sont venus à lui pour s'assurer que sa caméra ne filmait rien. La peur du journaliste m'attend devant la CDC où ça traque. Même dans la République, un policier venait lui dire « Circulez, il n'y a rien à voir ». Et l'audition d'Aliou Sall hier à la division des investigations criminelles de la police, commentée par le célèbre activiste et membre de la plateforme Arlu Nubok, Guy Marius Sagna. Dans nos studios ce matin, il était l'invité d'RFM Matin.
Nous devons exprimer en fait notre étonnement devant cette voie prise par le procureur, dans la mesure où aujourd'hui nous savons qu'il y a un rapport de l'OFNAC et un rapport de l'IGE qui pointent du doigt des individus, mais pointent surtout des actes qui ont été commis. Et il aurait été beaucoup plus rapide d'utiliser en fait ces deux rapports-là. D'autre part, nous avons peur que la procédure soit viciée parce que selon qu'Aliou Sall ait été entendu comme témoin ou comme accusé, cela peut avoir des implications dans un avenir très proche. Parce que s'il a été entendu comme témoin, après cela va être encore beaucoup plus difficile si jamais il est accusé de pouvoir poursuivre cette procédure-là. C'est le pire que l'on puisse souhaiter en fait au procureur et à la justice en fait sénégalaise, que la procédure qui a été enclenchée arrive à permettre de connaître la vérité, jette de la lumière crue sur les événements qui suscitent la polémique depuis des années. Concernant toujours cette affaire, vous demandez que le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui était à l'époque ministre de l'Énergie, soit également entendu dans le cadre de l'enquête. Il est évident que dans cette perspective-là, que l'actuel ministre de l'Intérieur, qui à l'époque était ministre de l'Énergie, a une grande part de responsabilité, comme d'autres, en tout cas en termes de citation. Il est important qu'il puisse s'expliquer par rapport aux faits qui lui sont imputés, à savoir d'avoir rédigé un rapport qui est du toc, qui est du faux de bout en bout. Guy Marius Sagna, ça se passe à la Cour suprême. L'examen depuis ce matin du recours déposé auprès de cette juridiction par Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, justement, recours sur sa révocation à ce poste par décret présidentiel après sa condamnation à 5 ans de prison dans l'affaire dite de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Midi 7, merci d'écouter le grand journal sur RFM. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Il risque de ne pas y avoir de pain dans la banlieue de Dakar et peut-être dans d'autres villes sénégalaises les 20 et 21 juillet prochains. Le regroupement des boulangers du Sénégal a décidé d'aller en grève. Ces boulangers exigent une hausse du prix du pain. La baguette de 190 grammes vendue actuellement à 150 francs CFA devrait coûter 180 francs selon les membres de ce regroupement de boulangers. Les travailleurs de la santé réagissent aux instructions du chef de l'État relatives à la qualité de la prise en charge des urgences dans les structures de santé. Macky Sall qui a demandé au ministre de la Santé d'organiser une concertation avec les acteurs. Il a aussi annoncé la mise en place d'un mécanisme d'évaluation et de motivation des agents du secteur de la santé. L'Alliance Ande Guessem se dit favorable à ces instructions qui, selon elle, constituent une réponse aux accords signés avec le gouvernement. Mais pour Mbalo Diatiam, l'un des dirigeants de cette coalition de syndicats de la santé, il reste la question du système de rémunération. Il s'est confié à Georges Déthié-Diop. L'Alliance des syndicats de la santé et de l'action sociale, Assas Andegesem, avait donc rappelé à M. le Président de la République les engagements lors de la rencontre qu'il avait bien voulu nous accorder le 11 janvier, au cours de laquelle nous avions évoqué ces questions-là. Et de ce point de vue, nous avions tout le temps considéré que les urgences constituaient le ventre mou de la réforme hospitalière, tout comme les diligence, et qu'il y avait donc lieu d'organiser des assises nationales sur les urgences. Bon, heureusement qu'il vient de le rappeler et que c'est acté, parce que ces assises-là devaient se tenir depuis 1 an de cela. Ces urgences devaient être donc organisées parce qu'on avait l'accord avec le ministre de la Santé. Bon, nous avons vu aussi sur les établissements de santé aussi, nous n'avions pas manqué de rappeler aussi qu'on a érigé une direction générale des établissements de santé, mais c'est pour répondre aux préoccupations de la réforme hospitalière qui voudrait qu'il y ait une performance dans la gestion, une performance aussi dans les soins. Et de ce point de vue, donc les hôpitaux devaient être relookés et nous pensons que sur ces questions-là, donc l'écho est très favorable. Donc nous accueillons favorablement donc ces institutions, tout comme aussi la motivation des personnels, parce que les comités de développement sanitaire donc sont venus remplacer les comités de santé, mais ces comités aujourd'hui font pire que les comités de santé. Et les acteurs que sont les agents de santé communautaires aujourd'hui sont privés presque de ressources, alors que c'est eux qui sont à la production. Et maintenant, quand on aura tout récupéré à la fin du mois, ils se retrouvent avec 5 000 francs, 2 000 francs, 3 000 francs pour des gens qui séjournent 24 heures sur 24 heures dans nos structures sanitaires. Là aussi, nous pensons que si ces instructions sont respectées, c'est une réponse partielle, disons, à nos préoccupations. Il restera maintenant la question du système de rémunération pour les agents du public. À Touba, la présence d'une usine de décortiquage d'arachide pollue l'atmosphère, au propre mot figuré. Dans le quartier de Darumarnan, la poussière qui se dégage des machines, les habitants qui craignent pour leur santé ont dit leur colère ce matin. Et sur place, le reportage de Marema Diop.
Située au cœur des habitations, l'usine de décortiquage d'arachide de Darou Marnane suscite la colère des populations riveraines. Ces dernières n'en peuvent plus de subir les conséquences de son implantation. Abdoul Diaw porte leur parole. Nos enfants souffrent d'asthme. Ils respirent la poussière à longueur de journée en plus. Les insectes envahissent nos maisons. Nous nous sommes plaints partout. Au début, le chef de quartier était même de notre côté. Mais depuis, il a changé de bord. Le propriétaire de cette unité distribue des cadeaux pour acheter le silence des populations et des autorités. Nous voulons qu'il quitte purement et simplement. Rouge de colère, Femme Thiam confirme les risques liés à la santé des enfants du quartier. Mon fils est devenu asthmatique à cause de la poussière. Tous les 15 jours, je suis à l'hôpital. On en a marre. Les populations de Darou Marnane fixent un ultimatum au propriétaire. Mamor Mbaye. Nous lui donnons 48 heures pour quitter, sinon nous allons attaquer son unité. Nul ne peut vivre ici en bonne santé. Nous respirons de la poussière quotidiennement et personne ne vient à notre secours parce que nous sommes pauvres. Si les autorités ne réagissent pas, nous allons attaquer purement et simplement l'unité, quitte même à y laisser nos vies. Après avoir épuisé toutes les voies de recours, les riverains de l'unité de décortiquage d'arachide menacent de passer à la vitesse supérieure. Marema Diop, Touba, Darou Marnane, RFM. Le propriétaire de cette usine, joint au téléphone par RFM Baké, promet de réagir plus tard. Nous restons dans la zone, mais cette fois dans la commune de Diourbel, l'hivernage, la saleté. Vaste opération de nettoiement pour débarrasser la ville des dépotoirs sauvages d'ordures, comme on les appelle. Il n'y a pas que ça. Diourbel doit aussi lutter contre les moustiques. La correspondance de Babacar Diouf. Plus de 3000 tonnes de déchets déjà enlevés sur une partie de la commune de Diourbel. C'est suite à une opération ville propre menée par le maire de la ville, Malik Fall. Actuellement, on a identifié beaucoup de dépôts sauvages. Donc nous avons d'ailleurs enlevé beaucoup de dépôts sauvages. On en sommes actuellement à plus de 3000 tonnes. Son ambition, faire de Diourbel la ville la plus propre au Sénégal. Et on va continuer dans ce sens-là. Parce que notre objectif aujourd'hui, c'est d'avoir la ville la plus propre du Sénégal. C'est notre objectif. Cela passera nécessairement par l'achat de matériel de nettoyage. Alors, nous avons prévu d'acheter cette année-ci deux tracteurs pour nous aider quand même à réussir ce programme-là. Nous lançons prochainement le quartier le plus propre de la commune de Diourbel. Ce quartier-là sera récompensé. Malik Fall et son conseil ont aussi en vue le saupoudrage de la ville. Nous avons bien prévu cela cette année-ci. Nous avons du stock aussi qui se trouve au niveau quand même du service d'hygiène. Donc d'ici le mois de juin au mois de juillet, quand même, on va régler le problème des moustiques. Des opérations hautement saluées par les populations riveraines qui ont longtemps vécu avec les ordures. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Eux, ils n'ont pas d'électricité, du moins pas de façon permanente. Il s'agit des habitants de Ndramé Escale, dans la région de Kaolack. Hier, par exemple, ils n'ont pas pu regarder intégralement le match des Lions à la CAN 2019 de football. Fafa Fall, le président de Action Ndramé Escale Commune. Ici, à Ndramé Escale, les populations vivent un véritable calvaire avec les coupures intempestives d'électricité, surtout en période d'hivernage. Il ne suffit que quelques gouttes de pluie tombent ou un petit orage pour qu'on soit privé de courant pendant des jours ou semaines. C'est ce qui d'ailleurs plombe les activités économiques de notre localité. Et tout cela est dû à la faible capacité d'alimentation du dynamo et des installations archaïques de la Sénélec avec des poteaux en bois qui tombent à tout va. En plus, à chaque fois que c'est important, on nous prive d'électricité. L'exemple le plus patent, c'était hier, lors du match Sénégal-Bénin. On nous la coupe juste après le coup d'envoi, avant de la rétablir juste après le match. Et on a noté que malgré ces énormes coupures, les factures deviennent de plus en plus chères. Donc nous déplorons jusqu'à la dernière énergie sur la Sénélec et leur demandons de revoir les installations afin de pouvoir nous approvisionner convenablement. Midi 14, le grand journal sur RFM, la suite. Aujourd'hui, c'est le 11 juillet.
C'est la journée mondiale de la population. Cérémonie officielle pour le Sénégal au King Fahd Palace à Dakar ce matin. Une célébration qui coïncide avec les 50 ans de l'UNFPA, le Fonds mondial des Nations Unies pour la population, et avec les 25 ans de la CIPD, la conférence internationale sur la population et le développement. Et le thème de la journée internationale de la population cette année, c'est 25 ans de la CIPD, accélérer les promesses pour la capture du dividende démographique. Et nous, on s'intéresse à la concentration de la population sénégalaise dans les centres urbains. À Dakar, par exemple, oui, l'éternel problème de la promiscuité. Un reportage de Salimata Aou. Un des facteurs qui explique la forte concentration démographique. Devant chez lui, Ousmane estime que c'est une situation regrettable, mais qu'il est obligé de vivre car le niveau de vie est trop cher. Tout le monde veut venir à Dakar, c'est la capitale. Il y a tout ici. Avant, il y avait 1 ou 2 personnes dans les maisons. Et aujourd'hui, c'est par dizaines qu'on compte les gens dans les maisons. Et le problème, c'est qu'il faut se marier, il faut trouver un tour. Délocaliser certaines structures dans les régions ou la banlieue pourrait être une solution, selon M. Garcia. Des centres de centre dans la banlieue, ça va éviter ceux qui sont dans la banlieue de descendre. Ça pourra un peu les aider, parce que sinon c'est... Parce que quand on vient à Dakar, tous qui viennent, ils viennent chercher quelque chose dans Dakar. Alors que s'ils avaient à côté, ils ne seraient pas déplacés, ça fera économiser un peu le transport, le temps, et puis avec la circulation qu'il y a à Dakar, c'est terrible. En cette journée mondiale de la population, Ousmane prône une sensibilisation afin que les gens revoient leur comportement. Par rapport à la population, il y a des constructions ou bien une façon d'occuper alors certaines zones qui ne doivent pas alors être là. Donc pourquoi ils sont là? Quels sont les services habilités à interdire ces gens? Là aussi c'est un problème. La mentalité des gens, l'éducation des populations, ça c'est aussi des préoccupations qui sont là, qui font que tout ça ensemble ne fait pas que alors la circulation soit fluide en réalité. La plupart des intervenants ont demandé aux autorités de créer des usines dans les régions ou à Diamniadio, car cela peut contribuer au désengorgement de la capitale. Et le problème, il est presque général. Un boom démographique est noté dans les pays pauvres. À cela s'ajoute la configuration de nos villes, ce qui constitue un véritable problème et un frein au développement. C'est l'analyse de Mamadou Agibou Diallo, enseignant-chercheur à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Il est au téléphone avec Georges Déthié-Diop. Il est vrai que ces dernières années, on observe en tout cas une démographie assez importante dans la plupart des pays et plus particulièrement dans les pays du Sud. Et en même temps, la configuration spatiale qui est assez limitée pour la plupart de nos pays, on a hérité des frontières, ce qui fait que la population augmente et l'espace n'augmente pas. Si vous prenez des villes, la plupart des villes africaines qui sont installées le long des côtes, on constate que leur expansion en tout cas, n'a pas été aussi rapide que l'augmentation de la population. Vous prenez par exemple la ville de Dakar. Actuellement, c'est une ville qui est en train de s'agrandir, mais comparé au potentiel démographique en tout cas de la ville, il se trouve que la population commence à être un peu à l'exécu dans ce territoire-là. Donc, pour résumer, les configurations spatiales ne répondent pas forcément à l'allure démographique au niveau des pays, en tout cas du Sud. Agibou Diallo, Mamadou Agibou Diallo, enseignant-chercheur à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Phénomène de société, nous vous parlions dans nos précédentes éditions d'information de ce drame à Keur Mbaye Fall. C'est passé hier, un adolescent qui a tué son frère aîné. Il y a quelques jours à Keur Massar, cette fois-ci, un homme a tué son frère cadet en l'aspergeant d'essence avant de lui mettre le feu. Des drames familiaux qui découlent de relations difficiles, tendues entre frères et sœurs d'une même progéniture.
Qu'est-ce qui se passe dans nos familles aujourd'hui? Questions et tentatives de réponse dans ce reportage de Nafissatou Silla. Les valeurs traditionnelles relativisées, des valeurs cardinales sur lesquelles était fondée la société sénégalaise. Constat de l'enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, professeur Ahmedoune Ba. Pour lui, même l'organisation familiale est remise en cause. Manque de solidarité et violence ont pris le dessus. Et cette violence, elle est au niveau des rapports entre les enfants et les parents, elle est au niveau des parents eux-mêmes. Parce qu'on est dans une société qui est aujourd'hui orientée essentiellement vers l'individualisme et vers une chose particulière, le pouvoir des gens. Et c'est surtout le pouvoir économique qui fait le statut. Une déstructuration de la famille qui s'explique selon le docteur Abdou Khadr Sanoko. Il n'y a plus d'instance de légitimation, de règlement des conflits familiaux. Vous comme moi avions peut-être la chance de faire partie d'une génération qui du reste, à chaque fois qu'il y avait un contentieux, il y avait un certain nombre de patriarches qui montaient au créneau pour pouvoir régler de manière amiable tous ces conflits-là. Mais aujourd'hui, ces instances n'existent plus. Nous avons tendance à peut-être transposer nos problèmes familiaux à travers les instances judiciaires ou les instances juridiques. Ou bien alors, souvent, on a tendance aussi à vouloir se faire justice nous-mêmes. Une justice qui va jusqu'au crime extrême. C'est qu'on est en train de découvrir une sorte de violence qui va vers la violence extrême. Par exemple, le cas de Kermbay Fall ou d'autres des frères qui s'entretuent, quelqu'un qui tue, ou bien un enfant qui tue son père, ou bien un père qui tue son enfant, et ainsi de suite. C'est-à-dire la forme extrême de la violence, en fait, de la violence physique. Parce que aussi, les sociétés aujourd'hui ont changé. Une situation qui existe bel et bien est insoutenable du point de vue sociologique. On a comme l'impression que nous ne sommes plus des parents véritablement. On se regarde comme des étrangers au sein de nos familles. Ça, chacun peut expérimenter son propre exemple. Mais aujourd'hui, en vérité, les meilleurs ennemis, on les trouve dans les familles. La famille est devenue un enfer qui ne dit pas son nom pour les membres qui évoluent. Et à chaque fois, les gens ne ratent aucune occasion pour prendre leur revanche. Au Sénégal, les crimes au sein de la famille, on en voit de plus en plus, chose qui va à l'encontre de la structuration traditionnelle de la famille sénégalaise. C'était plutôt notre dossier ce midi, signé Nafissatou Silla, RFM Le Grand Journal, midi 21. RFM. L'actualité internationale. Avec Sornana Tambaye, bonjour. Bonjour Babacar. L'efficacité du G5 Sahel encore en question. Les Nations Unies devraient plus considérer cette force multinationale pour certains. C'est l'avis du professeur Abdelatif Aïdara, enseignant au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déploré le manque de financement du G5 Sahel au cours d'une rencontre. Mais pour le professeur Aïdara, la MINUSMA coûte beaucoup plus cher et est loin d'être efficace. Nous l'écoutons. La force la plus inefficace, c'est la force des Nations Unies. Et M. Guterres ferait mieux de revoir un peu les règles d'engagement de ces forces-là. Parce que la MINUSMA qui est au Mali, son rôle c'est de protéger les populations. Appréciez vous-même, est-ce que les populations sont bien protégées? Son rôle c'est de favoriser un accord de paix. Les accords d'Alger ont contribué plus à mettre de l'huile sur le feu que de régler une situation. Donc moi, je ne peux pas comprendre qu'à côté du G5 Sahel, qui peine à boucler un budget de 100 millions d'euros, il y a cette MINUSMA qui consomme $1 milliard par an, 13 000 hommes, 13 000 soldats, 2 000 policiers, avec une inefficacité vraiment déplorable, alors que le secrétaire général des Nations Unies est là en train de parler de la force G5 Sahel. Moi, je pense qu'au-delà de ça, c'est-à-dire, je ne peux pas comprendre qu'à côté des G5 Sahel, il y a Barkhane. Barkhane, c'est 800 millions d'euros par an. C'est-à-dire, chaque jour, Barkhane consomme 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de dollars. À côté, il y a cette véritable force qui est chargée réellement de lutter contre le terrorisme, qui a des règles d'engagement qui lui permettent de faire face au terrorisme et qui peine à boucler un budget de 100 millions de dollars. Voilà la contradiction que M. Boukarès doit lever. Quel est le rôle de ces 15 000 hommes qu'on a regroupés dans le Sahel et qui n'ont pas pour mandat de lutter contre le terrorisme? C'est-à-dire aujourd'hui, si les terroristes attaquent, les missions des Nations Unies croisent les bras parce que ce n'est pas dans leur rôle. Ils n'ont pas pour rôle de défendre les populations dans ce sens-là. Ils ne font pas la guerre. Ils sont là-bas. Pourquoi alors? Pendant ce temps, le Burkina Faso et le Niger ont signé un accord pour sécuriser leurs frontières communes et protéger leur population. 600 km de frontières séparent les deux pays. Le premier objectif de cette entente est d'assurer la sécurité des populations des zones frontalières. Des secteurs clés tels que l'agriculture, l'élevage, l'environnement ou encore l'éducation sont pris en compte. Des structures de gestion concertées seront mises sur pied avec des projets de développement. Cet accord est important vu que
les deux voisins, le Niger et le Burkina Faso, ont eu un long différend frontalier qui les avait obligés à saisir la Cour internationale de justice de La Haye. En République démocratique du Congo, la bataille pour la présidence du Sénat qui crée des dissidences, surtout dans les rangs de l'opposition. Pas de l'opposition au sein du Front commun dirigé par Joseph Kabila, le leader de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et allié. Une coalition membre de ce front a donc claqué la porte. Babacar Modeste Bahati Lukewo a été suspendu par le Front de Joseph Kabila pour avoir maintenu sa candidature à la présidence du Sénat. Il a donc préféré partir. L'AFDCA, qui compte 14 sénateurs sur les 109 de la Chambre basse, a investi son leader pour accéder au perchoir. Les élus sont convaincus de faire un bon score à l'élection du bureau avec la contribution d'autres sénateurs, y compris ceux du Front commun du Congo, qui ne sont pas d'accord avec le choix de Joseph Kabila. Au Tchad, le président Idriss Déby a rencontré des chefs de partis politiques pour discuter du processus électoral. Le pouvoir a promis de revoir le dispositif autour des élections. L'opposition a émis des réserves concernant surtout les organes en charge des élections qui viennent d'être mis en place. Par ailleurs, le cadre national de dialogue politique, l'organe au sein duquel majorité et opposition discutent, doit être revu parce que son mandat est arrivé à terme depuis le 15 juin. Les élections locales et législatives auraient dû se tenir en mai dernier. Après plusieurs reports, selon le gouvernement, le coût du scrutin, 70 milliards, ne serait pas à la portée du Tchad. C'était le journal international de Sorna Natamay. Merci de rester avec nous, le grand journal, midi 25. RFM, la chronique du jour. La chronique d'Abdoulaye Ndiaye, comme tous les jeudis. Et ce matin, ce jeudi, cette semaine, chronique économie, à la suite du sommet de l'Union africaine tenu à Niamey au Niger et le lancement de la ZLEC, la zone de libre-échange continentale. On continue certes de gloser sur le lancement effectif de la zone de libre-échange de l'Afrique. On exalte la naissance de ce premier marché commun du continent par le nouvel acte fort qu'il constitue, le nombre de présidents y ayant pris part, plus d'une trentaine, par le symbole du pays qui vient de l'abriter, le Niger, de Diori Amani, un des pères fondateurs de l'organisation africaine. Que le projet rencontre l'adhésion de 54 États sur les 55 contre l'Afrique, qu'il puisse influer sur un espace de commerce et d'échange de 1,2 milliard de personnes, soit un produit intérieur brut PIB cumulé à près de 2500 milliards de dollars, il y a des raisons objectives qui marquent l'intérêt qu'il représente pour l'ensemble du continent. On devra toutefois surmonter, voire rectifier, quelques faiblesses héritées d'un schéma colonial. Il s'agit entre autres du manque de complémentarité de nos économies nationales, d'une trop forte propension à nous tourner vers des importations bon marché asiatiques notamment. Elle continuerait de porter préjudice à nos productions agricoles et industrielles, ce qui serait une façon de donner raison aux théoriciens d'une sinistrose africaine qui décrit le continent comme un grand souk à ciel ouvert envahi par des produits étrangers avec une faune d'acteurs y faisant prospérer une économie informelle souterraine. Sans trop s'inscrire dans un protectionnisme de mauvaise aloi, nous devons dans une saine concurrence donner l'avantage aux produits du continent. C'est une règle d'or appliquée dans les grands espaces économiques mondiaux. L'Europe n'en déroge pas, l'Amérique aussi. Reste un autre préalable pour réussir le pari du libre-échange. Forger une nouvelle conscience citoyenne africaine. Voilà qui devrait d'ailleurs interpeller ceux qui nous gouvernent ou qui aspirent à nous gouverner sur une perception continentale de leur action ou leur programme de gouvernance. Pour dire simplement que les cuisines politiques internes de nos pays ne doivent plus faire que l'Afrique ne soit qu'une carte géographique avec des instances aux allures de clubs de chefs d'État éloignés des populations. Pourvu que la zone de libre-échange qui vient d'être consacrée par le sommet de Niamey en constitue le nouveau levain. Abdoulaye Ndiaye, merci. À jeudi pour une nouvelle chronique. RFM, le grand journal, et maintenant la revue de presse. RFM, la presse du jour. Vous voulez vous sentir bien? Passez vos nuits dans un confort idéal? Travaillez en toute quiétude? Le New Max est ce qu'il vous faut. Découvrez la dernière génération de climatiseurs New Max de Samsung. Avec son design élégant et sa technologie avancée, économisez de l'énergie et profitez d'un confort personnalisé et adapté à votre température corporelle. Le nouveau climatiseur New Max de Samsung améliore la qualité de l'air de votre pièce en éliminant toutes les impuretés et vous offrira une sensation de bien-être toute la nuit. Pour cet été, procurez-vous vite le nouveau climatiseur New Max chez nos revendeurs agréés. Tous nos modèles sont garantis 12 mois.
Samsung et son nouveau climatiseur NewMax vous offrent votre revue de presse. La revue de presse proposée par Georges Déthié-Diop à la une du football et la victoire des Lions hier sur le Bénin en quart de finale de la CAN de foot. Cela n'était plus arrivé depuis 2006. Les Lions l'ont fait. Le Sénégal a un match de la finale de la CAN Égypte 2019. Les Lions ont battu hier en quart le Bénin 1-0. Du coup, record indique que les Lions retrouvent le carré. Les Lions dans le carré d'as s'exclament au Sud Quotidien. 13 ans après, précise Vox Populi. Pour le Soleil, le Sénégal file en demi-finale. Oui, les Lions en demi, c'est ce que l'on peut lire à la page de titre de Source A. Cela grâce à un but de Idrissa Gana Gueye qui, de l'avis du quotidien Le Quotidien, a brisé la malédiction. Idrissa Gana Gueye, buteur, désigné homme du match comme le rapportent presque tous les journaux. Et quand l'Observateur l'évoque, il parle de coup gagnant de Cissé. Longtemps positionné en sentinelle, mais désormais plus avancé sur le terrain, Gana Gueye, souligne l'Obs, découvre un nouveau rôle plus offensif. Son coéquipier Sadio Mané, lui, décline d'un record, comme dans les autres journaux, l'objectif des Lions à cette CAN, rentrer au pays avec le trophée. Et cela passe d'abord par une qualification en finale. Et à ce propos, Aliou Cissé confie à la une du quotidien LAS qu'ils espèrent jouer la grande finale. Et dans Le Soleil, il déclare que dans leur progression vers cette finale, ils ne négligeront aucun détail. Aliou Cissé, qui de l'avis de Pape Fall, a vu ce que les autres n'ont pas vu. L'ancien Lion et ex-entraîneur adjoint de Caen en France, qui débriefe le match pour l'Observateur, fait ainsi référence au positionnement de Gana Gueye qui est selon lui dans l'intelligence tactique. En tous les cas, le chef de l'État est fier des Lions. D'ailleurs, l'AS rapporte qu'il leur a demandé de continuer à nous faire vibrer. Ce n'est pas tout. Les Échos fait savoir que Macky Sall sera au Caire si les Lions se qualifient en finale. Ils vont tenter de le faire dimanche contre le vainqueur Madagascar-Tunisie. On n'y est pas encore, mais les Échos soulignent que les Lions se réconcilient avec leur public. Pour l'AS, les Lions font rêver les Sénégalais. Un rêve permis si l'on se fie à enquête. Car pour mon confrère, après une victoire nette sur le Bénin, les Lions ne sont plus qu'à 2 matchs d'un premier sacre. Et le coach Aliou Cissé espère cette fois aller au bout et soulever un premier trophée. L'autre Aliou Sall, lui, était hier devant les enquêteurs de la division des investigations criminelles. Audition dans le cadre de l'affaire Petro-Tim. Les journaux rapportent ses propos après son face-à-face avec les enquêteurs. Tous les scoops que j'avais, je les ai donnés à la police. À la une de l'enquête, il dit être très soulagé. L'Obs informe que le maire de Guédiawaye a débarqué hier à la division des investigations criminelles avec une pile de documents. Une stratégie bien calculée pour démonter, pièce à l'appui, toutes les accusations relatives aux pots de vin qu'il aurait reçus pour faciliter l'attribution des blocs pétroliers et gaziers à l'homme d'affaires Franck Timis. Pour ce qui est du supposé virement de $250,000, l'Observateur révèle qu'en plus de nier l'existence d'un virement de Timis à Agritrans, Aliou Sall a produit un relevé de compte de sa société et a invité les enquêteurs à saisir les organismes bancaires internationaux qui suivent les transactions financières dans le monde. Un autre scandale présumé, la cession du contrat d'exclusivité de Necotrans à Sea Invest. Source A en fait cas et fait savoir, sur la base d'informations à sa possession, que les droits qui devaient être versés au trésor sénégalais au détour de la transaction ne l'auraient jamais été. Sans compter le fait que les 26 milliards de francs CFA que Necotrans avait décrochés auprès de son pool bancaire auraient été garantis par l'ancienne direction générale du port autonome de Dakar. Et pour terminer cette horreur à Keur Mbaye Fall, c'est à la une de Tribune. Un adolescent égorge son grand frère. Le meurtrier est en garde à vue à la brigade de Mbao. À vos kiosques et bonne lecture. Pour cet été, procurez-vous vite le nouveau climatiseur NewMax chez nos revendeurs agréés. Tous nos modèles sont garantis 12 mois. Samsung et son nouveau climatiseur NewMax vous ont offert votre revue de presse. Et c'est la fin de ce grand journal, le rappel de quelques titres. Aliou Sall qui quitte définitivement la direction générale de la Caisse des dépôts et consignations en passation de service avec son successeur ce matin et loin des regards indiscrets. Les médias ont été chassés des lieux. Khalifa Sall qui poursuit son combat judiciaire. Ces combats judiciaires, la Cour suprême examine ce matin le recours de l'ex-maire de Dakar contre le décret sur sa révocation après sa condamnation à une peine de prison ferme. Nouvelle grève du pain les 21 et 21 juillet prochains. Décision qui a été prise tout à l'heure par le regroupement des boulangers du Sénégal qui exige la hausse des prix des baguettes de pain. Merci à Aliou Ba qui était à la régie. Coordination de ce grand journal, Georges Déthié-Diop. Restez avec nous
Prochaine édition d'information, 13h, le grand journal en Wolof de Mamadou Mohamed Ndiaye. Ne ratez pas Allo Présidence dans un instant. Et tout de suite, le journal de la CAN, une présentation de Youssouf Boudjan. ak embouteillage moom timis sax taxul ma egg sama kër dinaa raté match yëpp. c'est que yow booy da nga tardé quoi jamono suy dox da ngay ànd ak moom di dox daw bay daanu moom jaratu ko ak Tigo Football Club. ak Tigo Football Club loo bëgg a xam si match bu la neex da nga koy am nice en direct si sa téléphone foo mënti nekk si heure bu nekk nag di jot actualité football yëpp maanaam score yi neel benn classement yi neel ñaar ak lépp lu jëm si match yi. ñam sa di ay waay non booy ay xéwal ngay wax nii de waaw loolu nu muy demee. xoolal tapel dièse 1 4 3 dièse bés touche appel rek yaa ngi ci biir stade bi te li ci gën a neex nag mooy njëg bi dafa yomb maanaam fukki dërëm dong lay tàmbalee. ñam sa di neexul ba neexul Tigo daal caw na xeet gi du moroomu gaay yi. Tigo dund sunu passion dooleel sunu gaynde yi Tigo. Tigo vous offre le journal de la CAN. yaay léebal ma amoon na fi benn infirmière bu baax dafa daan dox si lu gën si wérgu yaramu nit yi ak bu njabootam meewu l'écran rek la tàmm woon meewu na piir bu am juróom-ñetti farñeent. waay yaay kooku yow la. waaw waaw sama doom te sax waxtu njogonal jot na xaaral ma defaral la. kaasu l'écran bu mag. l'écran meewu nag piir bu am juróom-ñetti farñeent mooy li gën si suñu wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëg. l'écran firndeel mbëggeel bi gën a wóor. L'écran vous offre le journal de la CAN. Allez, voir la technique au micro Youssouf Boudjan, c'est parti pour le nouveau match. Le Sénégal va connaître son adversaire en demi-finale aujourd'hui. Ce sera Tunisie ou Madagascar qui s'affrontent en quart de finale à 19h GMT. Mais avant, Algérie-Côte d'Ivoire à 16h. Les affiches que nous présente Wouli Diallo. Le sélectionneur Djamel Belmadi et sa bande croisent encore un autre représentant de l'Afrique de l'Ouest. Côte d'Ivoire, Algérie se donne rendez-vous sur la pelouse du New Suez Stadium à partir de 16h temps universel. Les colosses éléphants ivoiriens sont toujours de sérieux prétendants au titre, mais attention, les rats des sols ou fennecs algériens ont cette ruse et cette efficacité devant le but qui font que les Riyad Mahrez, Sofiane Fegouli et autres Yassine Brahimi peuvent piéger et même battre n'importe quelle équipe dans cette CAN. En tout cas, ils l'ont prouvé devant le Sénégal qu'ils ont battu 1-0 en match de groupe, mais aussi face au Sili de la Guinée, laminé 3-0 en huitième de finale. L'Algérie, c'est technique, c'est tactique et c'est très efficace devant, mais la Côte d'Ivoire peut répondre à ces défis parce que, mis à part Nicolas Pepe, Max Alain Gradel et autres Jonathan Kodja, il y a les deux Wilfried, Zaha et Bouni qui peuvent toujours venir mettre le feu dans les buts adverses. Après le Côte d'Ivoire-Algérie de cet après-midi, c'est sûr qu'un autre favori va tomber. À partir de 19h temps universel, le petit poussé qui continue son aventure va croiser un outsider. Madagascar-Tunisie, c'est au stade de l'Académie militaire du Caire. Beaucoup de pronostiqueurs s'attendent à voir les Aigles de Carthage atterrir dans le très restreint dernier carré, mais jouer les demi-finales, c'est ce que veulent aussi les Barea Malagasy. En tout cas, les Jébus de Madagascar ont la discipline, mais aussi la puissance de frappe. Une puissance de frappe qui, si elle atteint sa cible, peut laisser des séquelles. Madagascar n'est pas en Égypte pour faire du tourisme. Guinée, Nigeria et RDC en savent quelque chose. Justement, Wouli Diallo, Alain Giresse, le sélectionneur de la Tunisie, ne veut pas sous-estimer cette équipe de Madagascar qui est euphorique de l'avis donc du technicien français. Alain Giresse, que je vous propose de suivre, c'était hier en conférence de presse. Nouveau match de élimination directe, ce quart de finale. Un adversaire totalement surprenant quant à la position qu'ils arrivent à obtenir ici à cette CAN. Le plus délicat, ça sera de rester concentré comme si c'était un adversaire habitué de ces compétitions. C'est un adversaire qui est dans une situation totalement euphorique. Leur CAN est déjà totalement réussi, ça on en est conscient. Ce match-là sera encore très difficile à jouer, à appréhender, et il faudra le prendre comme tel, en respectant cette équipe qui a fait de superbes résultats dans cette compétition. Donc on est prévenu effectivement de l'adversaire qu'on aura en face de nous.
Alain Giresse, donc avec la Tunisie qui affronte Madagascar, le vainqueur joue contre le Sénégal en demi-finale. La prudence, c'est également le mot d'ordre chez les Algériens. Les Fennecs sont la seule équipe à avoir gagné tous ces matchs sans encaisser aucun but. Mais quand un journaliste algérien les qualifie de favoris, ça énerve le sélectionneur Djamal Belmadi. Je répète, vous avez un souci avec votre champ lexical de favori, d'outsider. Je rentre pas là-dedans, moi, là, depuis le début. Et entre parenthèses, j'ai aucun problème. C'est juste une question. Vous êtes là pour poser des questions, je suis là pour répondre. Voilà. Donc on n'est pas au tribunal. Mais cette équipe qui est la Côte d'Ivoire est une équipe qui est aussi un favori pour cette Coupe d'Afrique, avec tout sa pléthore de joueurs et de bons joueurs qui évoluent dans des bons championnats, donc des joueurs d'expérience. L'idée, c'est d'être très solide défensivement. Si on va aller loin dans une compétition, faut encaisser le moins de buts possible. Le sélectionneur algérien donc qui refuse le statut de favori, qu'il colle à la Côte d'Ivoire-Algérie. Match donc prévu à 16h. Le vainqueur affronte en demi-finale le Nigeria donc qui s'est qualifié hier aux dépens de l'Afrique du Sud. 2-1 pour les Super Eagles. En tout cas, la bataille a démarré depuis hier par presse interposée. Vous avez entendu les deux sélectionneurs. Un de nos envoyés spéciaux nous donne des dernières nouvelles de l'Égypte avant ses derniers quarts de finale. Cheikh Tidiane Diagne. Alors que la Côte d'Ivoire est critiquée par plusieurs observateurs en raison de son jeu très peu séduisant, Max Allegradel, lui, ne l'entend pas forcément de cette oreille. Le plus important, a-t-il dit, dans un match de football, c'est de gagner pour pouvoir avancer. Il y a des équipes qui ont mieux joué et elles ne sont plus là. L'état d'esprit est bon dans le groupe et nous sommes sereins et prêts pour le match de cet après-midi, a dit l'international ivoirien qui va donc rencontrer les Fennecs d'Algérie en quart de finale. Justement, pour continuer à parler de cette équipe de l'Algérie, et c'est Claude Leroy, l'ancien entraîneur des Lions du Sénégal, qui en parle, présent à cette Coupe d'Afrique des Nations. Il pense que depuis le début de la compétition, l'Algérie a montré qu'elle est une équipe costaud en défense, tout comme en attaque. On verra ce que le match va donner et nous saurons si elle pourra répéter à nouveau ses matchs précédents, a dit Claude Leroy. Le sorcier blanc voit d'ailleurs une autre Algérie et Sénégal dans cette Coupe d'Afrique des Nations, mais cette fois-ci en finale. Il faudra surtout noter que l'équipe de l'Algérie n'a toujours pas encaissé le moindre but dans cette Coupe d'Afrique des Nations. De nouvelles de Youssouf Koné du Mali. L'international malien est attendu à Lyon ce jeudi. Il va s'engager avec l'Olympique lyonnais. Il sera officiellement présenté ce jour sur les coups de 15h. Cheikh Tidiane Diagne, Le Caire, pour la Radio Futur Média. Retour sur la qualification du Sénégal en demi-finale. Un des artisans de la victoire des Lions sur les écureuils, Idrissa Gana Gueye, buteur et homme du match pour la deuxième fois dans cette compétition. Il se sent bien dans sa nouvelle position offensive au milieu de terrain. Idrissa Gana Gueye en conférence de presse au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Très heureux parce que ça fait longtemps que le Sénégal n'a pas atteint ses demi-finales. Aujourd'hui, on l'a fait, même si ce n'était pas un match facile. On savait que ça allait être compliqué du début jusqu'à la fin. Mais on est resté serein, on a bien maîtrisé ce match. On a bien gardé le ballon, on a fait tourner, on a été patient et au bout du compte, on a trouvé la faille et on a su marquer ce but-là et de gagner ce match. Voilà, donc aujourd'hui, on est content et je félicite tous mes coéquipiers. Je crois que tout le monde le voit, que je me sens bien, je suis heureux et j'essaie de faire mon mieux pour aider mon équipe. Voilà, j'ai Papa Ndiaye qui joue à ce poste de sentinelle, qui nous permet d'attaquer, d'être dans les derniers mètres pour essayer de marquer ou de faire marquer. Et voilà, aujourd'hui, je suis content, j'aide l'équipe en jouant à ce poste-là et je suis très content. Direction le Canada, Oumoudou Aïcha Ndiaye a suivi le match avec la communauté africaine. Des réactions au coup de sifflet final. C'était un bon match. Le Bénin n'a pas démérité, mais le Sénégal reste une très grande équipe. Le Lion a vraiment marqué sa tanière. Félicitations au Sénégal. Le match a été très intéressant et les joueurs n'ont pas démérité. Donc bon, que la fête du football, que ça continue. Hein, c'est ça. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, je pense que les écureuils ont quand même fait trembler les Lions jusqu'au bout. Et les Lions ont réussi à arracher la victoire
grâce à vraiment une force incroyable. C'est bien. On les souhaite bon vent pour la suite. On espère qu'ils pourront remporter la coupe cette fois-ci. Honnêtement, je suis très content pour mes amis béninois parce qu'ils ont fait un très bon match. Mais ça s'est joué à des détails de toute façon. Mais le Sénégal, il n'y a rien à dire. Ils sont très forts, on sait très bien. Merci à Maud Aïssa Ndiaye donc, qui a recueilli ces réactions de la communauté africaine suite donc à ce match du Sénégal qui s'ouvre les portes des demi-finales de la CAN 13 ans après. Un premier objectif atteint, le mot d'ordre dans l'encadrement technique mais aussi administratif, atteindre la finale et remporter le trophée. Nous retrouvons au Caire l'autre envoyé spécial de la RFM, Soda Thiam. 13 ans après, le Sénégal atteint les demi-finales. La joie totale au sein de la Fédération sénégalaise de football. Il était temps et cette génération le mérite bien, affirme le directeur technique national Mayacine Mar. Je pense que c'est une grande satisfaction. On s'était fixé les objectifs, on est sur la voie. Maintenant, je pense qu'il faut souhaiter vraiment arriver jusqu'à la fin. Ça n'a pas été un match facile, mais ce qui était essentiel, c'est de marquer un but et de pouvoir se qualifier. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. On passe une étape, on passe en demi-finale. Je pense qu'il faut maintenant passer ce cap-là, arriver en finale. Le chef de délégation du Sénégal et vice-président de la fédération, Saïr Seck, lui emboîte le pas. Pour lui, remporter le trophée, c'est bien possible. Bien le fêter, mais en même temps retrouver tout de suite de la concentration et de la sérénité, de la détermination pour aller au bout. C'est bien, c'est un objectif intermédiaire d'arriver aux demi-finales, mais l'objectif final, c'est d'être là le soir du 19 juillet. Un premier objectif atteint, faire mieux que la CAN précédente. Le deuxième, remporter le titre pour une première fois. Soda Thiam, Le Caire, Radio Futur Média. Soda Thiam Ali aussi s'est fait mieux qu'en 2017 en qualifiant le Sénégal en demi-finale. Et cette fois, le sélectionneur des Lions a trouvé la solution au bloc bas des écureuils. Sénégal-Bénin, vu par les Jawa. Les Sénégalais ont écarquillé de gros yeux il y a quelques jours quand on a attiré leur attention sur les 15 Coupes d'Afrique des Nations qui ont vu défiler 14 entraîneurs, soit un entraîneur pour chaque Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe nationale du Sénégal. Seul Claude Leroy avait vécu 2 CAN d'affilée, 90-92. Pour avoir été reconduit après l'édition de 2017 au Gabon, où Aliou Cissé s'était arrêté en quart de finale sans connaître la défaite, il a battu Aliou Cissé depuis hier. Sa fraîche performance en puisant dans la source de l'expérience du vécu. Oui, il en faut pour, comme on dit, ne plus marcher sur les erreurs du passé. C'est à force de forger que l'on devient forgeron, dit-on. Il y a eu de la ressemblance entre le Cameroun de 2017 et le Bénin d'hier soir, qui face au Sénégal ont joué avec un arc-boutement agressif sur leur moitié de terrain. Et ceci presque pendant plus de 60 minutes. À force d'aller et de venir, celui qui court sans ballon perd des forces dans l'épreuve. Et la dernière demi-heure devient presque toujours le moment de glas d'une longue heure d'effort et surtout de liquéfaction. Quand vous y ajoutez les mouvements répétitifs de Crépin Diatta et de Mbaye Diagne entrés aux 62e et 65e minutes, ceci mène à l'achèvement de l'usure parce que Mbaye Diagne et Crépin Diatta ont apporté ce que l'on appelle le mouvement, toujours casse-tête pour les défenseurs, mouvement qui a fracassé 3 fois en 20 minutes le bastion béninois. Ce qui fit dire à l'entraîneur béninois, le français, les Sénégalais courent beaucoup et sont très rapides. Je fais encore allusion aux 2 buts de Sadio Mané annulés pour mieux percevoir la performance de Aliou Cissé et de ses hommes. Il faut remonter au Cameroun tenant du titre, au Ghana et au Maroc, tous habitués à l'Afrique et au monde, que le Bénin avait fini de faire échec dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Si Aliou réussit là où des prétendants potentiels ont échoué, ceci déjà chez l'entraîneur du Sénégal, alors on peut dire de cet entraîneur du Sénégal qui est en train d'acquérir un statut de caïd. Oui, caïd, on le devient. Dans le temps de l'exercice, l'exemple de Aliou Cissé, entre son quart de finale 2017
et sa demi-finale d'hier, 2019, en attendant encore mieux d'ici à la semaine prochaine, doit être profondément méditée par ceux-là qui mettent l'étrier aux entraîneurs. Laïdiao, le caïd Aliou Cissé donc a fait du coaching hier, coaching gagnant en faisant ses 2 remplacements. La lecture donc de Laïdiao de ce match Bénin à Sénégal. Notez que donc le Sénégal va connaître son adversaire cet après-midi. À 19h, ce sera après ce match Tunisie-Madagascar. À 16h, Algérie-Côte d'Ivoire, des matchs donc que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur la radio Futur Média. On se retrouve aux alentours de 13h35 après le journal en Wolof de Mamadou Mohamed Ndiaye. Aliouba était à la technique.